peut-être que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, j'aurais dû le dire à la définition, c'est que le platform engineering, c'est une discipline socio-technique. Donc c'est la meilleure définition que j'aime pour le platform engineering, c'est vraiment donc une discipline socio-technique, c'est-à-dire il y a l'aspect, mais il y a aussi l'aspect social, accompagnement du changement, et donc tout ça en fait, c'est une branche de la systémie, donc la discipline socio-technique. Ça veut dire que quand on met en place une équipe plateforme, en fait, on met en place tout un écosystème, toute une nouvelle organisation qui va professionnaliser en fait notre métier et qui va changer notre métier. Donc le DevOps, il a sa place en termes de culture, en termes des pratiques, les outillages que ça a apporté, etc. Mais le platform engineering, ça permet de professionnaliser en fait tout ce métier-là. Donc du coup, on est d'accord, Nice, sur un truc. Les titres de métier avec DevOps dedans, ils n'ont plus lieu d'être. Voilà, c'est pour moi, comme tu dirais, Rafik, c'est du bullshit. Voilà. Bon, moi, c'est pas moi qui le dis. Franchement, Ouais. c'est... Non, voilà. Comme ça, c'est clair. C'est l'objectif de la chaîne. Exactement, parce que ce rôle d'ingénieur DevOps, je le vois partout, mais jamais de la même façon dans les entreprises. Donc, je ne vois pas de la même façon. Enfin, ces ingénieurs DevOps sont pas les mêmes selon le contexte de l'entreprise, on va dire. N'a jamais vraiment été compris, et c'est normal parce que c'est pas à la base, ce n'est pas un métier, c'est une culture. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne qui va mettre un terme au buzz en informatique et dans la technologie en général. Sujet du jour aujourd'hui, platform engineering. Là, ce platform engineering, on entend beaucoup parler, il y a beaucoup de hype dessus. Et pour simplifier et démystifier tout cela, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Anis Chabani. Bonjour Anis et bienvenue dans la chaîne. Bonjour Rafik, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi Anis, vraiment très content de te recevoir. Je te laisse te présenter Anis et après on démarre le sujet du jour. Merci Rafik. Donc moi c'est Anis Chabani, je suis coach agile technique et consultant indépendant. J'ai 20 ans d'expérience en tant que développeur, engineering manager, coach agile, coach craftsmanship, delivery manager, donc tous ces rôles-là. Mon sujet de prédilection, Rafik, c'est la performance des équipes et des organisations IT. Donc, je me lève tous les matins en me demandant qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer la performance chez mes clients. Donc, selon mes missions et les mandats que je peux avoir chez mes clients, je vais agir sur plusieurs niveaux. Donc, souvent avec une approche systémique. Ce que j'aime le plus, c'est agir sur la culture de l'entreprise et l'accompagner, donc accompagner le changement pour améliorer la performance globale de l'entreprise, tout en mettant en place des mécanismes de mesure pour voir l'impact de ces actions sur la performance de l'organisation. Donc voilà, très rapidement. Ouais, très bien. Franchement, sujet hyper intéressant. La performance des équipes, ça, je sais que c'est un sujet toujours délicat dans les entreprises. Moi, je t'avais connu dans une expérience de coach craft. Et c'est comme ça qu'on s'était rencontrés, on avait gardé le contact. Mais oui, vous retrouverez tous les liens liés à l'actualité de Anis. Donc, si vous voulez suivre son actualité ou travailler avec Anis, ça que je recommande pour ma part. C'est pas parce que c'est mon invité, parce que j'ai vu comment il travaille Anis, donc n'hésitez pas à le contacter et voir avec Anis. En tout cas, moi, ça me fait plaisir que tu aies accepté l'invitation dans la chaîne. Allez, jingle et on démarre, Anis. Allez. Très bien, Anis. Du coup, pour le sujet platform engineering, question de base dans la chaîne des BuzzTech, toujours, on commence par cette question. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, le mot plateforme et le mot engineering, Anis, s'il te plaît? D'accord, Rafik. Donc, une plateforme, c'est quoi? Une plateforme, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les entreprises. En fait, c'est un ensemble d'outils, de services et de workflows qui vont être mis à disposition des équipes de développement, généralement, pour qu'elles puissent construire, livrer
plus rapidement, plus sûrement et plus efficacement. Donc, c'est vraiment tout cet ensemble d'outillages qui vont permettre de livrer, par exemple, en production, de développer, de tester, etc. Donc, tout ça, on les appelle, tous ces outils-là, ces services-là, ces workflows-là, on va les appeler plateformes. C'est un mot générique pour désigner tous ces outils-là. Le mot engineering, quant à lui, donc c'est l'ingénierie en français, donc c'est ce qui va aider cette plateforme pour qu'elle soit créée donc par des ingénieurs avec une approche d'efficacité et de pragmatisme. Donc c'est vraiment la notion d'ingénierie lors de la création de cette plateforme. C'est vraiment l'ingénierie de la plateforme D'accord. qui va être le sens de ce mot. Donc, Ok, donc du coup, si on assemble les deux, en gros, j'ai des outils, j'ai des process, et l'ingénierie, elle va venir wheeler tout ça pour que ça fonctionne de bout en bout. exactement, ça veut dire qu'on Ok, va construire tout ça de façon plutôt pragmatique, axée sur l'efficacité et la performance, sachant que les clients principaux d'une plateforme, ce sont les développeurs. D'accord? Donc, d'accord, ouais, très bien. on construit cette plateforme vraiment pour les développeurs. Du coup, le platform engineering, c'est un terme qu'on entend souvent maintenant parce que ça, même si les plateformes elles-mêmes, elles existent depuis un certain temps, mais aujourd'hui, ça revient ce mot platform engineering suite donc à tout ce qu'on connaît par rapport à ce qu'on met en place en termes d'agilité, en termes de DevOps, en termes d'infra as code, tous ces nouvelles notions. Et le platform engineering, ça vient un peu pour professionnaliser en fait tout ça avec une approche vraiment axée sur le développeur et les besoins des développeurs. Je peux peut-être faire une petite analogie, Rafik, pour expliquer ce que Ouais, c'est le euh, platform engineering. ouais, exactement. Donc là, c'est vraiment, allons-y dans la définition de ce qu'est une plateforme ingénierie. L'analogie, elle est bienvenue dans la chaîne Anissa. Très Donc, bien. carte blanche. Faisons ça alors. Eh ben, supposons, Rafik, que tu es un chef étoilé et que tu as décidé de lancer une chaîne de restaurants. D'accord? Tu te lances dans la restauration. Tu as créé plusieurs restaurants, allez, plusieurs dizaines, peut-être même plus. Tu as recruté des chefs à la tête de chaque restaurant qui gèrent le restaurant comme ils veulent. Mais tu voudrais quelque chose, tu voudrais que tes restaurants soient de qualité, soient performants, qu'ils rapportent de l'argent, bien sûr, que les clients soient contents. Donc, J'aime la cuisine, ça tombe bien. eh ben, ça tombe bien. Voilà. Je te laisse choisir quelle cuisine tu préfères. Et donc, qu'est-ce que tu peux faire? La première approche, tu laisses chaque gérant donc de restaurant faire comme il veut. Et toi, tu tiens juste les comptes. Et tu demandes à ce qu'il te rapporte de l'argent. Voilà. Deuxième possibilité, tu mets en place des process. Tous les restaurants fonctionnent exactement pareil. Tous les process sont standardisés et les chefs de ces restaurants-là sont des exécutants qui vont exécuter exactement ce que tu veux. Donc, ça représente beaucoup de travail quand même pour mettre en place tout cela. Par contre, cette approche-là, ben, ça va limiter un peu la créativité des chefs à la tête de ces restaurants-là. Ça va peut-être poser quelques problèmes, donc et puis c'est difficile à gérer aussi. Une troisième possibilité, tu vas leur fournir des outils, des services, des workflows pour les aider tout en leur laissant la liberté de gérer les restaurants comme ils le souhaitent. Ces chefs d'entreprise. Et pour cela, tu décides de créer ce que tu vas appeler une cuisine centrale, par exemple qui va fournir un ensemble d'outils, de services, de workflows à tous tes restaurants. Par exemple, il y a un nouveau restaurant qui se lance. Tu peux leur fournir des plans pour créer la cuisine de zéro. Tu peux même leur envoyer une équipe qui va monter la cuisine. Tu vas leur proposer un set d'ustensiles de cuisine de base, de la vaisselle de base. Tu vas aussi leur donner accès à un service où ils peuvent commander donc les ingrédients tous les jours. Ils peuvent commander voilà les patates, Ouais, voilà ouais. les ingrédients, etc. Tu vas les livrer tous les jours. Donc c'est des services à la demande. Donc tous les jours ils peuvent se connecter et dire voilà moi je veux tels ingrédients, etc. Ils peuvent aussi commander des recettes de cuisine. Donc tu leur mets en place une plateforme justement pour qu'ils puissent commander des recettes de cuisine de base, mais ils vont pouvoir aussi les faire évoluer, proposer d'autres services, customiser la cuisine comme ils veulent, etc. Donc toi tu vas leur proposer un ensemble d'outils
Donc, de type peut-être la cuisine elle-même, le four, etc. Des services à la demande, donc du self-service. Ils vont pouvoir commander des ingrédients, de nouveaux ustensiles de cuisine, des choses comme ça. Les menus, les tables, les choses comme ça. Donc un set de paquets, enfin package, un set d'outils, de processus prêts Voilà, à l'exploitation. je Ok. parlerai plutôt de workflow que de processus. Donc les Workflow, ouais. il faut faire, Exactement. voilà, Processus. Ah, et de services. Pourquoi? Pour que eux, ils n'aient pas la charge mentale de se dire: «OK, où est-ce que je dois acheter mes ingrédients? Comment je vais le gérer? Comment je vais gérer ma comptabilité?» Peut-être tu vas leur fournir déjà les outils de comptabilité, et cetera, et eux, ils vont se concentrer sur ce qu'ils savent faire, la cuisine. Ils vont cuisiner, ils vont servir leurs clients et les clients je vois sont très contents. bien, ouais. Ils vont vraiment se concentrer sur ce qu'ils savent faire, pour ne pas s'éparpiller, pour ne pas avoir plusieurs compétences, etc. Donc, ils se concentrent sur leurs compétences principales. Eh bien, Rafik, tu viens de créer une plateforme, dans ce cas-là, pour tes restaurants. Donc, de la même façon, dans l'IT, donc on a des développeurs. Aujourd'hui, on doit builder, on doit construire le logiciel, on doit le livrer, on doit assurer la sécurité, on doit assurer l'observabilité, la compliance de Monitoring, des choses comme l'organisation, ça. etc. Donc, tout Ouais. ça fait trop de choses pour une équipe de développeurs, généralement, voilà, entre 3 et 7 personnes. Ça fait beaucoup de choses. Il faut beaucoup de compétences pour faire ça. Souvent, on parle de DevOps aujourd'hui pour faire aussi tout ça. On parle d'infra. Il faut qu'on fasse de l'infra as code. Il faut qu'on utilise Kubernetes. Tout ça, ça fait beaucoup de Ouais. choses pour une petite équipe de dev. Et donc, l'organisation peut décider de mettre en place une plateforme centrale qui n'est pas forcément obligatoire, mais qui est là, qui existe pour les développeurs, pour les assister, pour leur fournir des outils prêts à l'emploi, surtout quand on est sur le cloud, pour leur fournir des outils pour livrer, pour tester, etc. Donc des outils et des services aussi, et puis des workflows aussi, donc des standards d'entreprise, tout en assurant donc la compliance, la sécurité, etc. Donc voilà, peut-être Ok. je peux donner peut-être un exemple récent, voilà, chez l'un de mes clients. Donc, quand je suis arrivé pour créer une nouvelle application, il fallait passer plusieurs mois à attendre des compliances de sécurité, des validations par des architectes, puis par des responsables de sécurité, des choses comme ça. Et puis il fallait attendre qu'on ait une souscription dans un cloud, chez un cloud provider bien particulier. Donc c'est l'entreprise aussi qui doit la commander, etc. Donc on leur a mis à disposition une plateforme qui faisait déjà tout ça pour eux. Et eux, en un clic, ils pouvaient déjà créer un projet Hello World, le déployer sur le cloud, et ils n'avaient plus qu'à coder leur application dedans. Il y avait déjà une pipeline CI/CD de base, une infra as code de base, etc., qui vont pouvoir faire évoluer. Euh, et leur produit était déjà déployé sur différents environnements, y compris la prod. Il était conforme à la compliance, à la sécurité, etc. Ça, c'est un petit exemple de plateforme, de ce qu'on pourrait faire avec une plateforme. Ok, ok, je vois. Et du coup, à Nice, si on doit voilà, synthétiser, c'est tu mets à disposition un ensemble d'outils, c'est-à-dire que derrière outils workflow et pas processus, ça il faut le noter. Tout à fait. Et du coup, derrière, on laisse les équipes se concentrer sur leur vrai métier, parce que indirectement, c'est produire la valeur pour le business. Donc, indirectement, c'est ce que ramène la plateforme engineering. C'est pas une plateforme où on va se faire plaisir en tant que techos à mettre en place des outils, des workflows, mais derrière, il y a un objectif business. On est bien d'accord. C'est-à-dire, on laisse les développeurs se concentrer sur leur métier pour produire de la valeur. Exactement. Ouais. L'objectif business, c'est de pouvoir livrer en production plus rapidement, déjà, et de laisser les développeurs vraiment se concentrer sur ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire développer, et non Ok. pas s'occuper de tout le reste. Ouais. Surtout, on va essayer de cacher, on va dire, ou les aider en tout cas à avoir toute cette infrastructure, etc., derrière, qui n'est pas forcément faite par les Ouais. développeurs, ou qui peut être améliorée, changée, modifiée par les développeurs, mais avec déjà des outils de base qui sont là, qui vont les aider à démarrer plus rapidement. Ouais, c'est cool de le rappeler ça parce que et on en profite de la parenthèse, c'est laisser les développeurs faire enfin les codeurs, je parle parce que développeurs ça
au sens Scrum, ça peut être des testeurs, des designers et tout. Mais les développeurs, là, on parle des développeurs logiciels qui produisent du code, qui font de la conception technique. Ils font pas que du code. Il y a les codeurs qui font que du code. Il y a aussi les développeurs qui font du code plus la conception technique, plus la conception de bases de données qui savent faire. Mais Exactement. derrière, leur donner les outils automatisés pour qu'ils puissent déployer. Donc, arrêtons de faire aux développeurs des choses qui sortent de ces use cases. Et ensuite, on vient le voir, on lui dit, ah oui, mais t'es en retard. Bah oui, parce qu'on ne l'a pas laissé faire son cœur de métier, donc c'est tout à fait normal. Donc, Exactement. donnez-lui les outils, comme explique Anis, et ensuite, vous verrez l'efficacité derrière. Exactement, c'est Hmm. exactement ça, c'est de donner du pouvoir aux développeurs pour qu'ils puissent avancer rapidement, tout en se concentrant sur ce qu'ils savent faire. Donc, il n'est pas obligé d'aller se former sur du Kubernetes, sur de l'infra as code, etc., pour qu'il puisse avancer. C'est bien s'il sait faire, s'il Hmm. peut faire évoluer. Il va avoir la liberté aussi de modifier, de changer, de rajouter des choses. Donc, on va pas brider l'initiative, on va pas brider l'innovation. Mais on va leur donner quand même des outils de base pour qu'ils puissent aller vite. Très bien. Tu l'as bien rappelé, Anis, on n'est pas là pour brider. On donne des outils tout prêts. Bien sûr, on n'interdit pas aux développeurs d'aller apprendre à faire du Apache ou du Kubernetes ou du Nginx je sais pas, du pipeline, du CI/CD et tout. Donc ça, c'est important de le rappeler. Exactement. Là, voilà, on a démarré de la base tranquillement à Nice. Maintenant, quels sont les problèmes concrets que cherche à résoudre le platform engineering? Je crois que tu en as parlé un peu indirectement, mais concrètement, c'est Ouais. quoi là les problèmes de façon très simple? Oui, Pourquoi ça existe? À quel problème ça vient? Parce que en fait, généralement, une idée de solution, c'est pour un problème. bien évidemment. Voilà. Je pense, Rafik, tu as certainement connu les problèmes que je vais citer donc, dans tes expériences. Est-ce que tu trouves souvent qu'on a trop d'outils quand on est développeur? Oui. Peut-être dans l'organisation aussi trop de standards, trop d'équipes support à qui on va faire des tickets pour traiter des choses, Oui. ce qui fait qu'on doit avoir une courbe d'apprentissage qui est assez élevée. Parfois, on va faire des erreurs, on va apprendre de ces erreurs, d'accord, mais on va peut-être faire des erreurs que qu'on aurait pu éviter. Des fois, on a beaucoup d'attentes, mais on peut aussi faire face à des problèmes de sécurité, des problèmes de conformité, parce que c'est la première fois qu'on fait face à un problème particulier. Donc, surtout quand chaque équipe, elle va gérer ses propres accès, sa propre infra, etc. On peut aussi avoir des cycles de développement assez lents ou qui vont être bloqués parce qu'on attend des tickets qui vont être traités par une autre équipe Ah, qui n'est pas localisée au même endroit que nous, des choses comme ça. Donc, on peut aussi avoir de la redondance, de l'incohérence technique. Chaque équipe va utiliser une stack différente ou alors elle va utiliser la même stack mais de façon différente aussi. Donc, chaque équipe va faire à sa sauce. Souvent, on peut aussi faire face à des équipes de SRE, des équipes infra qui sont en burn-out parce que tout le monde leur demande des choses, de faire des choses. Donc tout ça, je pense, Rafik, tu l'as certainement vu parfois. beaucoup, oui. Voilà, donc, c'est pourquoi, c'est parce que On a amélioré avec le temps, mais je l'ai voilà, vu. on essaye Je l'ai connu. d'améliorer ça, mais il y a Hmm. souvent, moi, ce que je vois dans les entreprises, il y a souvent une tension entre la standardisation des process, standardisation de tout, et l'autonomie des équipes. Parce qu'à la fois, il faut laisser de l'autonomie à l'équipe, sinon on bloque l'équipe si on met trop de standards. Mais à la fois aussi, il nous faut des standards, de la conformité, parce qu'on a besoin de sécurité, on a besoin de faire de la même chose, on a besoin de performance des équipes. Donc, on va essayer de trouver le bon mix entre standardisation et autonomie des équipes. Et ça, c'est super difficile. Et c'est à ça que le platform engineering va répondre en réalité. C'est ce mix-là. Donc, l'idée du platform engineering, c'est vraiment comment partir des besoins des développeurs, des besoins réels des développeurs, pour leur fournir les bons outils, les bons services, les bons workflows pour qu'ils puissent avancer vite et en respectant la sécurité, la conformité, tout en leur laissant suffisamment d'autonomie pour qu'ils puissent innover, qu'ils puissent apporter leur pierre à l'édifice sans se transformer en de simples exécutants. Hmm. Donc c'est vraiment à ça que ça répond, à la problématique principale à laquelle répond le platform engineering en fait. C'est à la fois standardisé, mais laisser de la liberté également pour l'innovation. Oui, du coup, on peut se dire à Nice, si je veux mettre en place du platform engineering dans une entreprise,
je prends le pool de développeurs, je fais une enquête dans dans le bon sens. C'est pas une enquête pour trouver des coupables, c'est-à-dire avoir des feedbacks, voilà, plutôt, pour voir un peu là où ce qui leur fait. Peut-être la question. Est-ce que la question suivante est juste? Qu'est-ce qui vous fait perdre du temps et qui vous laisse pas faire votre métier de développeur à plein temps? Est-ce que Rafik. Exactement, c'est on commence toujours par là. Et ce que tu décris là, c'est une approche qu'on connaît très bien quand tu en fais de l'IT, c'est l'approche produit. Donc, sauf Ah, que ici, nos utilisateurs, ce n'est pas les utilisateurs finaux des produits qu'on construit, mais les développeurs eux-mêmes. Donc, la plateforme, en fait, c'est un produit. Donc, il faut vraiment le voir comme ça. Donc, il faut qu'on ait une vraie approche produit. Donc, on va creuser le besoin des utilisateurs, qui sont les développeurs, et partir de là pour leur proposer la meilleure solution, donc les meilleures solutions, sous forme de plateforme, qui répondent vraiment à leurs besoins. Donc, on appelle ça l'approche produit. Donc, une bonne plateforme, elle est vraiment construite avec une approche produit. d'accord. Donc, intégrer l'approche. C'est comme si, du coup, on peut assimiler. En fait, la même façon que je développe un produit business, les plateformes engineering, il faut la voir comme un produit, du coup, qu'on va mettre en place. Exactement. Et nos clients, ça va être les développeurs au lieu que ça soit le business directement. Exactement, parce que Ok, c'est pour eux qu'on met en place tout ça. très bien. Et donc, Ok. voilà, généralement, quand on fait une plateforme, donc on va développer ce qu'on appelle une internal developer platform. Donc, c'est le cœur de ma plateforme, c'est tous les outillages qui sont derrière. Mais donc, c'est autour de cette plateforme-là, on va avoir tout ce qui est documentation, on va avoir tout ce qui est standard, peut-être des starter kits, des choses comme ça pour commencer. On va voir tout ce qui est documentation de comment on crée, qu'est-ce que cette plateforme fait en termes de sécurité, de compliance, Ah, etc. Donc, il y a tout un tas de services et d'outillages à mettre en place. Peut-être aussi des équipes auxquelles on peut faire appel pour gérer certaines situations. Donc tout ça, ça fait partie de la plateforme en réalité. Il faut le concevoir comme un produit. Donc, il faut vraiment ah. partir du besoin des développeurs. Développeur, très bien. On va parler des piliers, des composants à Nice, tu en as cité. On a une rubrique pour les piliers, Très bien. on va adresser ce sujet. Et ma prochaine question, donc là, on vient de voir que, voilà, les problèmes auxquels répond le platform engineering, éviter, surtout, je voulais juste faire un petit focus sur la sécurité, parce que la sécurité, franchement, il faut pas faire comme ça. Aujourd'hui, la sécurité, ce qu'on voit dans les entreprises, c'est comment fait l'autre, l'équipe. Et Ouais, on essaie de copier, on fait tout. Pas forcément là où je bosse actuellement, attention, je dis pas ça. Je discute avec beaucoup d'entreprises dans les conférences et tout, et c'est un peu le ressenti que j'ai aujourd'hui, c'est que je vois les gens, voilà, comment tu fais, passe-moi, ah, tu sécurises comme ça, tatati. Il n'y a pas ouais, vraiment un truc central où je vais checker pour reproduire. Et ça, c'est dommage parce que la sécurité, le développeur, il doit connaître, mais on n'est pas, quand on est développeur, on n'est pas forcément expert en sécurité. tout à Et fait. de là, donc on a vu les problèmes auxquels répond. Et il y a un truc, moi, qui me gêne à Nice parce que j'entends parler de DevOps. Enfin, Ouais, j'entends parler. Le DevOps, pour moi, l'idée, c'est pas de rentrer dans le débat DevOps, c'est quoi et tout. On le fera un de ces quatre peut-être sur d'autres podcasts. Mais en quoi ça se distingue le platform engineering du DevOps traditionnel du coup? très bonne question, Rafik. Donc, le DevOps, sans rentrer dans les détails, c'est une culture à la base. Donc, quand c'est sorti, c'est vraiment une histoire de culture, c'est de casser les silos entre Dev et Ops, parce que historiquement, on avait des équipes qui s'occupaient de l'Ops, voilà, des équipes qui faisaient le Dev, et entre les deux, on communiquait par des documents, des choses comme ça, des ticketing. Et du coup, c'était pas du coup fluide, ils étaient pas alignés, ils travaillaient pas ensemble de la bonne façon. Et donc la culture DevOps, ça apporte la culture de dire il faut travailler ensemble comme une seule équipe. Pour faire ça, il y a certaines pratiques qui peuvent vous aider, comme la CI/CD, l'infra as code, tout ce qui est automatisation pour minimiser les actions manuelles. Du coup, laisser les développeurs aussi avoir suffisamment d'autonomie pour lancer un déploiement, pour créer un nouvel environnement, tout ça. Donc, c'est des choses qui vont être automatisées par des profils qui connaissent bien l'AFRA, qui connaissent bien l'Ops, etc. Donc, c'est de l'amélioration continue
des process et donc de la façon de travailler et de communiquer entre les devs et les ops. Par contre, le DevOps, ça ne répond pas à la question de comment on va le faire. Donc, j'ai vu plusieurs implémentations de DevOps moi dans ma carrière. Donc, soit dans les équipes de dev, on a des personnes qu'on va appeler ingénieurs DevOps, qui en réalité, si on voit ce que c'est que le DevOps, ça n'a aucun sens. On voit aussi parfois des équipes DevOps complètes. Du coup, en vrai, c'est des équipes d'Ops avec lesquelles on va communiquer avec des tickets, etc. Donc, on revient un peu à l'ancien modèle, même s'ils font de l'automatisation, ils utilisent tous les outils modernes. Mais en termes de communication, ça reste la même chose. Donc, on n'a rien apporté de nouveau. Ouais. Et donc, en réalité, le DevOps, sans mettre en place une bonne organisation et sans être bien intelligent dans la mise en place, en tout cas comme culture, ça nous apporte pas les vraies solutions. Ça nous apporte juste la culture. Qu'est-ce qu'on voudrait faire? Qu'est-ce qu'on voudrait attendre? Qu'est-ce qu'on voudrait atteindre? Mais pas le comment on va l'atteindre. Comment on va le faire? Tout ça. Comment avoir cette culture DevOps et la mettre en place? En fait, le platform engineering, ça va répondre à ça en partie. Pour moi, c'est vraiment la professionnalisation de toutes les vagues qu'on a connues de DevOps, DevSecOps et compagnie, mais aussi de tout ce qui est agilité, de tout ce qui est lean et tout ça. Peut-être que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, j'aurais dû le dire à la définition, c'est que le platform engineering, c'est une discipline socio-technique. Donc c'est la meilleure définition que j'aime pour le platform engineering, c'est vraiment donc une discipline socio-technique, c'est-à-dire il y a l'aspect technique, mais il y a aussi l'aspect social, accompagnement du changement, et donc tout ça en fait, c'est une branche de la systémie, donc la discipline socio-technique. Ça veut dire que quand on met en place une équipe plateforme, en fait, on met en place tout un écosystème, toute une nouvelle organisation qui va professionnaliser en fait notre métier et qui va changer notre métier. Donc le DevOps, il a sa place en termes de culture, en termes de les pratiques, les outillages que ça a apporté, etc. Mais le platform engineering, ça permet de professionnaliser en fait tout ce métier-là. D'accord. Donc on peut dire DevOps, c'est un peu le comment. Non, c'est le quoi. Et le platform engineering, c'est comment le faire. En partie, c'est le DevOps plus autre chose, donc plus la façon de travailler, un peu ce qu'on met aujourd'hui sous le parapluie de l'agilité ou du lean ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment la partie technique. Donc il y a une partie technique très présente dans le platform engineering, hein, donc tout ce qui est infra, etc. Mais aussi la conduite du changement, l'organisation. On en parlera peut-être plus tard, si quand on parlera des rôles ou des choses comme ça dans le platform engineering. Donc, ça nécessite toute une organisation à mettre en place et tout un accompagnement du changement. Donc, c'est vraiment une vision professionnelle. Pour moi, on atteint en fait un stade de maturité de notre métier, parce que notre métier de l'IT il est assez récent en vrai, hein, quand on voit l'histoire de l'être humain par rapport à d'autres métiers. Donc, le platform engineering, pour moi, on atteint une étape de maturité de notre métier pour le professionnaliser et pour mettre en place des choses vraiment plus efficaces et pas comme on aurait pu le voir dans le passé où on prenait des process qui étaient hérités d'autres domaines comme comme le bâtiment ou des choses comme ça. Donc là, on commence Ouais. vraiment à découvrir deux nouvelles façons de faire. Donc c'est un cheminement. Hein, donc on a connu l'agilité, le lean, et puis le DevOps, etc. Donc c'est un cheminement. Et le platform engineering, ça s'inscrit en fait dans cette lignée-là, ces évolutions-là. Donc on atteint un nouveau palier de maturité de notre métier. D'accord. Ok, donc c'est le truc où à l'époque on fonctionnait avec du ticketing en se disant ouais on fait du DevOps alors que pas du tout parce que voilà cette tromperie il faudra l'éviter et ensuite on fait du DevOps, on a juste mis en place un script pipeline qui fait juste un génération de package qui le déploie sur un serveur mais ouais c'était un peu amateur on va dire, on peut le dire comme ça, c'était amateur bricolé. Et là, aujourd'hui, on vient, on pose un cadre et on dit, voici comment on travailler de façon professionnelle. Et ça, moi, j'adore le terme professionnel. C'est un métier à part entière. C'est-à-dire, on est plateforme engineer. Il y a un métier plateforme engineer. Son taf, c'est produire une plateforme engineering, suivant ce que tu nous as défini plus tôt.
Exactement. Ouais. En apportant l'organisation qui va avec, on va savoir aussi comment mettre en place du DevOps en fait, de façon efficace. Ça va, cette approche produit dont on a parlé aussi tout à l'heure, ça va aussi nous aider à se dire, ok, nos DevOps, donc, ce qu'on appelle DevOps, c'est quoi exactement, quelle est sa place dans cette organisation-là. Mm. Et du coup, Anis, on peut parler de plateforme, d'un métier de plateforme ingénieur que ingénieur DevOps. C'est plus correct. Oui, c'est même deux métiers différents. Ouais, Rafik. d'accord. Alors le DevOps, comme je l'ai dit, moi je le considère pas comme étant un métier. Oui, D'accord. donc Donc, c'est dans c'est un une mindset pour moi. C'est un voilà. mindset, c'est un état d'esprit, ouais. C'est une culture. Mm. On veut faire du DevOps. Ça peut être fait par les développeurs eux-mêmes. Ça peut être fait par des ingénieurs qui ont en plus des compétences infrastructure, plus des compétences Ops, système, etc. Donc il y a un ensemble de compétences à avoir. Ce que parfois on appelle aujourd'hui par abus de langage des ingénieurs DevOps. Par contre, le métier de platform engineering, ça, c'est un métier à part. Donc, on voit émerger aujourd'hui, c'est un nouveau métier qui émerge avec le platform engineering, effectivement. Et il y a même deux types de plateformes de plateforme engineer. Si tu veux, on peut en parler aussi. Très bien, volontiers, Anis, on va en parler. D'accord. Euh, donc, du coup, on est d'accord, Anis, sur un truc. Les titres de métier avec DevOps dedans, Pour moi, ils n'ont plus lieu d'être. voilà, c'est pour moi, comme tu dirais, Rafik, c'est du bullshit. Voilà. Pour une fois, pour une fois, c'est pas moi qui le dis. Ouais. Franchement, non, Parce voilà. que moi, Comme ça, c'est clair. Comme ça, c'est clair. C'est euh, l'objectif de la chaîne. exactement, parce que ce rôle de ingénieur DevOps, je le vois partout, mais jamais de la même façon dans les entreprises. Donc, je ne vois pas de la même façon. Enfin, ces ingénieurs DevOps sont pas les mêmes selon le contexte de l'entreprise, on va dire. N'a jamais vraiment Ah, été compris et c'est normal parce que c'est pas à la base, ce n'est pas un métier, c'est une culture. Quoi. ok, Alice, maintenant, ce que je te propose, c'est on rentre un peu, on zoome un peu dedans. Là, on a vu la définition de base de platform engineering, à quelle problématique elle répond, la nuance avec le DevOps. Et du coup, ce qu'on a tiré, c'est qu'on arrête de mettre DevOps dans les titres des métiers. Voilà. Exact. Maintenant, si on rentre dedans, à Nice, les piliers, pour le chapitre pilier, les composants clés d'une plan de platform engineering. Qu'est-ce que je dois avoir si je veux mettre en place du platform engineering? Bonne question, Rafik. Donc, dans une plateforme, dans le cadre du platform engineering, on va avoir plusieurs briques dont la plupart ne sont pas obligatoires. Donc en fait, il faut partir d'une référence, ce qu'on appelle une référence d'architecture à mettre en place. On a même des templates pour faire ces références d'architecture. Donc ce qui compte, c'est peut-être des groupes de briques à mettre en place. Donc la première brique, c'est ce qu'on appelle l'intégration et le delivery. Dans cette brique-là, on va avoir par exemple tout ce qui est pipeline CI, tout ce qui est registry pour stocker mes sources, mes ressources et tout. On va voir tout ce qui est pipeline CD aussi pour le delivery. Mais surtout, on va avoir ce qu'on appelle un orchestrateur de plateforme qui va être un peu le cœur de mon IDP, mon Internal Developer Platform. Donc cet orchestrateur, généralement, ça va être un ensemble de pipelines, par exemple, ou tout le mécanisme qui va permettre en fait d'orchestrer les différents workflows que je vais proposer avec ma plateforme pour pouvoir, par exemple, créer un template de projet de zéro, mettre en place de l'outillage, par exemple de l'observability ou autre, livrer sur différents environnements, etc. Donc, c'est vraiment un orchestrateur qui est au cœur de ma plateforme. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un composant central. Généralement, si on crée une nouvelle plateforme, il faut penser à ce composant-là. C'est l'une des briques principales. Après, on a d'autres groupes. Donc, on a tout ce qui est developer control. Tout ce qu'on peut mettre sous le parapluie de Developer Control. Là, on va avoir tout ce qui est outils de versionning.
Voilà, est-ce qu'on va utiliser du GitHub, est-ce qu'on va utiliser d'autres outils? GitLab et d'autres choses. Voilà, est-ce qu'on va faire de l'infra code? Quels sont les outils qu'on va utiliser pour faire de l'infra code? Donc est-ce qu'on doit gérer, je sais pas, des workflows, des choses comme ça, côté applicatif. Mais aussi on peut proposer des API avec, notre plateforme. C'est même, très recommandé, d'offrir toujours une plateforme avec des API pour que le développeur puisse interagir avec la plateforme via des API, peut-être une CLI aussi si c'est pertinent dans le contexte. Et souvent, on retrouve aussi des portails web, qui proposent les services et les outils de la plateforme en mode self-service. C'est-à-dire le développeur, il va pouvoir se connecter sur ce portail-là. Il va trouver toute la documentation déjà sur ce portail-là de la plateforme et il va avoir la liste des services que propose la plateforme et les commander sans devoir faire des tickets à d'autres équipes ou autres. Par exemple, il dit, je ne sais pas, je donne un exemple très simple. Je veux un repository pour mon nouveau projet et ça te crée un nouveau repository Git en quelques secondes. Je peux aussi lui dire je veux un repository, mais aussi avec un starter kit, euh, un format Hello World en Java par exemple. Il va te le créer. Tu peux lui dire je veux aussi un environnement de dev et un environnement de prod qui sont liés à ce repository-là, et la plateforme va te créer, par exemple, toute la pipeline CI/CD de base, qui permet de livrer sur tes environnements de dev et de prod, et tout ça en quelques minutes, voire en quelques secondes parfois. Et tu vas pouvoir commencer à développer très rapidement. Donc ça, ce portail-là, donc ces choses-là, on peut les faire via un portail, via une API, via une CLI. Ça dépend des besoins des développeurs. Encore une fois, on revient aux besoins des développeurs avec qui il faut communiquer pour savoir quels sont leurs besoins. Est-ce qu'ils ont besoin d'un portail? Est-ce qu'une API suffit? Est-ce que juste ils vont lancer des pipelines CI/CD et ça va suffire aussi pour leur créer tout ça? On part toujours du besoin des développeurs. Après, il y a d'autres briques, hein. Il y a toute la partie monitoring et logging, là où on va trouver tout ce qui est outillage d'observability, etc., dans notre plateforme. Alors déjà de l'observability pour la plateforme elle-même, mais aussi les outils d'observability qu'on va pouvoir, à la demande, encore une fois, et en self-service, proposer aux développeurs avec tout ce qu'on leur propose dans la plateforme. Pareil, toute la partie security, comment on va gérer les identities, comment on va gérer les secrets, toutes ces choses-là. Pareil, ce sont aussi des services qu'on va avoir dans notre architecture de référence et qu'on pourra proposer aussi comme service en self-service pour les développeurs quand ils vont créer leur application. Euh, on peut aller très loin, hein, que je ne vais pas être exhaustif, mais on va aussi parler tout ce qui est ressources plan, sur quel cloud provider on est. On va pouvoir, donc on va pareil en self-service, provisionner des ressources cloud à la demande des développeurs, etc. Pareil pour la partie networking, les bases de données, euh, toutes les briques dont les développeurs vont avoir besoin d'utiliser. Hmm. Donc, je dois le définir dans ma référence d'architecture en faisant une approche, bien sûr, produit, encore une fois, itérative et incrémentale, hein. Donc, on va essayer de leur proposer l'essentiel et puis rajouter des services dans notre plateforme, toujours en nous basant sur les feedbacks des développeurs. Oui, exactement. C'est ce que j'allais dire, les feedbacks des développeurs. J'ai besoin de ça, j'ai pas le temps de m'en occuper. On lui livre dans le produit de plateforme engineering locale. Là, on a vu la partie dev, la partie pipeline, donc CI/CD, donc continuous intégration, je construis mon package, delivery, je déploie, suivant si c'est du Kubernetes ou autre chose et tout, Exactement. Docker ou autre mode de déploiement, monitoring, la sécurité et aussi l'analytics. Il rentre dans ce cadre aussi, Bien l'analytics, sûr. Oui, bien sûr. voilà, tout ce qui est analysis. Souvent, on va retrouver tout ce qui est
dashboards pour suivre les coûts, par exemple, des ressources sur le cloud, des choses comme ça. Peut-être les utilisateurs ont besoin d'autres outils aussi pour afficher des dashboards particuliers. Donc peut-être leur proposer des outils comme du Grafana ou des choses comme ça à la demande aussi, ou que les développeurs peuvent provisionner facilement et puis les configurer, continuer à les mettre en place. Donc Ouais, tout ça en fait, ça part vraiment des besoins des développeurs, mais tout en cachant donc la complexité, c'est-à-dire que si les développeurs ont besoin donc de déployer sur du Kubernetes, en vrai, ils n'ont pas besoin de parler de Kubernetes, ils vont avoir besoin de containeriser et puis d'orchestrer leur conteneur, etc. Donc cette partie Kubernetes, elle peut être cachée par la plateforme selon ce dont les développeurs ont besoin. Hein. Donc, s'il n'y a pas de compétences Kubernetes, mais qu'on a quand même besoin de Kubernetes, la plateforme, elle peut implémenter du Kubernetes. Les développeurs n'ont pas besoin de savoir que c'est du Kubernetes, si c'est le besoin. Donc, eux, ils vont dire juste, on veut déployer notre application avec telle contrainte de scalabilité, etc. Et la plateforme, elle va gérer toute la partie Kubernetes pour eux. Donc, si c'est vraiment ça le besoin, ouais, on peut aller ouais. jusqu'à ce niveau, euh, tout en faisant quand même attention à ne pas prendre le contrôle et obliger les développeurs à faire des choses qu'ils voudraient pas faire. Donc, c'est toujours pour les aider. Il faut partir de là. Si les développeurs décident qu'ils doivent avoir la main sur des cluster cubes ou autres, on doit pouvoir leur laisser aussi la main pour qu'ils puissent les modifier s'ils le souhaitent. Très bien, très bien. Maintenant, là, on a vu les composants, mais par contre, pour mettre en place ces composants, voilà, il y a des rôles, il y a des personnes qui Sûr. doivent travailler dedans. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de deux types de platform engineering. Je ne sais pas si ça rejoint à ma question, mais quels sont les rôles attribués à une platform engineering, du coup? À vrai dire, il y a pas mal de rôles qui ont été définis, entre autres, par le collectif Platform Engineering .org ou encore une entreprise qui s'appelle Humanitech, qui est très active aussi sur le Platform Engineering. Mais moi, il y en a trois que je retiens, qui me semblent D'accord. vraiment nécessaires quand on fait du platform engineering. D'abord, c'est les infra platform engineers, donc ceux qui vont travailler sur la partie infra vraiment de la plateforme, parce qu'on a besoin toujours de l'infra pour pouvoir délivrer. Donc, il faut que ce soit des spécialistes de l'infra. Et puis des developer experience platform engineering, donc des gens qui vont être vraiment focus sur l'expérience développeur. C'est eux qui vont peut-être mettre en place euh, l'application web ou le portail web self-service. C'est eux qui vont concevoir et créer les API, une CLI, etc. Tout en partant des besoins des développeurs. Peut-être aussi mettre en place tout un tas d'outillages, des starter kits, de la documentation, donc qui a l'intention des développeurs. Toute cette partie-là qui va vraiment être focus sur l'expérience développeur. Donc il y a deux types déjà de plateforme ingénieur pour moi, donc l'infra et le developer experience. Mais il y a un troisième rôle qui est super important parce qu'on a parlé d'approche produit, donc il nous faut un product manager ou un platform product manager. Donc, quelqu'un qui à la fois a des compétences produits très poussées, qui connaît très bien l'approche produit, comment on crée un produit, mais aussi qui a des compétences et des connaissances techniques parce que notre produit, il est purement technique, c'est de la plateforme. Donc, il doit bien comprendre les besoins des développeurs, les besoins techniques, et donc avoir cette casquette-là à la fois produit et tech pour pouvoir mener tout ça à bien. Donc, pour moi, ce sont vraiment les trois rôles importants. Ensuite, on peut avoir bien sûr plusieurs équipes transverses qui vont pouvoir être des spécialistes du cloud, par exemple, ou des spécialistes sur certaines parties de l'infra, ou encore des équipes qui vont aider les équipes produits aussi à mettre en place des compétences particulières. Donc, toute une organisation à mettre en place autour de cette plateforme-là pour qu'elle soit efficace. Très bien. Et, euh, et du coup, en mettant en place ce rôle, donc on a le développeur expérience qui va être plus proche des développeurs, on va dire, l'infra qui va s'occuper majoritairement, je pense, des outils qui vont aider à mettre en place. Par exemple, j'ai besoin d'un
d'un namespace sur Kubernetes et tout, donc il va le mettre à dispo. Donc il y aura des configurations prêtes dès le départ et sur lequel le développeur va juste déployer, par exemple. Alors oui, ou non, parce que ça dépend des besoins des utilisateurs. Généralement, on va essayer de créer les outils qui permettent aux utilisateurs, aux développeurs, du coup, les utilisateurs, c'est les développeurs, de provisionner tout ça de façon self-service. C'est-à-dire, ce n'est pas l'équipe plateforme qui va créer le Ok. namespace pour les développeurs, mais elle va créer les outils qui vont leur permettre de dire je veux un namespace. Ils cliquent sur un bouton et ça va le créer automatiquement. Donc Ouais. c'est là toute la subtilité, c'est quand de cette approche produit qu'on voudrait avoir, c'est vraiment donner le pouvoir aux développeurs. Donc on va laisser les développeurs faire tout ce qu'ils veulent et on va leur donner les outils pour le faire de façon simple et facile et en cachant la complexité. D'accord. Donc D'où la notion de product manager, là, elle est importante parce qu'il doit vraiment comprendre le besoin des développeurs, de ses clients, en gros, entre guillemets, pour pouvoir adresser les fonctionnalités aux équipes infra pour qu'ils puissent les mettre en place. exactement. Donc Ouais, ouais, au lieu par exemple, je ne sais pas, je veux gérer des bases de données, je sais pas, Postgre. Au lieu de se dire je vais faire des bases de données mutualisées et puis à chaque fois qu'il y a une demande, je crée des nouveaux utilisateurs sur mon serveur Postgre, ben je vais peut-être juste faire une pipeline qui déploie des serveurs Postgre sur l'infra que le développeur va choisir et ça sera leur instance qu'ils pourront gérer comme ils voudraient. ça On marche. va permettre de ça, que au lieu de leur dire créez vous-même votre pipeline de déploiement de votre instance Postgre ou alors créez-la à la main Ouais, manuellement, ce que vous voulez, on va vous donner les outils pour la faire, pour la pour la créer. faire, ouais, à la demande. Et parce que derrière, j'avais une question sur les outils et tout. Là, c'est impossible d'être exhaustif. Par exemple, si tu devais nous donner des exemples concrets pour ceux qui regardent, euh, ça peut rejoindre la question qui sera derrière, c'est par rapport à un retour d'expérience. Là, tu nous avais dit tout à l'heure, enfin un exemple très basique, mais un retour d'expérience marquant à Nice où vraiment tu peux nous citer des outils Oui, mis en place par des équipes infra, des développeurs expérience et tout. tout à fait. Alors déjà, il y a deux choses. Il y a les outils qui sont utilisés par l'entreprise, donc par les développeurs, d'accord, pour Ouais, créer des applications, les déployer, etc. Et puis il y a les outils qui sont utilisés pour créer la plateforme elle-même, d'accord. Donc la plateforme, son objectif, c'est de pouvoir donner aux développeurs la possibilité d'utiliser les outils qu'ils souhaitent eux avoir pour pouvoir travailler. Donc ça, c'est une chose. Là, généralement, on part des outils qu'ils utilisent déjà. Donc, quand on va créer, par exemple, une nouvelle plateforme, on va aller voir les développeurs. Ils vont nous dire, bah nous, je sais pas, en code en Python, on a des applications qui sont containerisées, on a besoin de les déployer sur des clusters cubes, par exemple. Donc, ben, les outils ici, ça va être Kubernetes, ça va être Docker, ça va être leur proposer peut-être des frameworks autour de Python, des templates ou des starter kits de produits, de projets Python prêts à l'emploi, toutes ces choses-là. C'est ça les outils qu'on va ouais, utiliser, d'accord. Après, généralement, on automatise au maximum quand on fait une plateforme. Donc, généralement, on va forcément faire de l'infra as code, que ce soit avec du Terraform, du Pulumi, avec ce que tu veux, tous ces outils-là. Donc, généralement, ce sont des plateformes qui sont custom. Donc, une bonne plateforme, elle est vraiment custom, elle est faite sur mesure pour mes développeurs. Donc, après, il y a les outils pour faire la plateforme elle-même. Généralement, ça change pas. C'est les développeurs de la plateforme, c'est l'équipe plateforme qui va décider. Donc, généralement, on commence par créer une équipe plateforme et ils vont créer ce produit-là, la plateforme qui est un produit. Ils vont choisir les outils avec lesquels ils vont créer cette plateforme-là. Ça va être sensiblement les mêmes. Maintenant, il y a quelques outils sur le marché qui permettent de les aider ou pas, selon le point de vue, selon les besoins, la complexité de la plateforme, etc. Par exemple, l'un des outils les plus connus, c'est Backstage pour avoir ce portail web pour les plateformes. Donc ça donne en fait des outils sur étagère qu'on pourrait mettre en place pour avoir un portail pour une plateforme.
Par expérience, par exemple dans une expérience passée, on a essayé de mettre en place Backstage. On s'est rendu compte à la fin que c'était pas vraiment nécessaire, que ça apportait beaucoup de complexité parce que c'est pas facile à mettre en place et qu'au final on n'avait pas vraiment besoin. On pouvait créer une application web très très simple en 2 semaines, c'était fait et qui Ouais. peut tout à fait remplacer Backstage. On a parlé d'orchestrateur tout à l'heure quand on a parlé des briques. Il y a un orchestrateur développé par Humanitech aujourd'hui euh, qui fait plein de choses. Et qui peut être utilisé aussi pour accélérer la mise en place d'un orchestrateur de plateforme parce que c'est souvent le composant le plus complexe à mettre en place. Pareil, il faut du pragmatisme. Si ce qu'on veut mettre en place est plus simple que de mettre en place l'orchestrateur d'Humanitech, peut-être qu'on va partir sur quelque chose de custom plutôt que de faire ça. Donc, Très bien. voilà. Donc, comme tu dis, il y a des outils qui commencent à voir le jour autour du platform engineering. J'ai cité Backstage et l'orchestrateur d'Humanitech parce que c'est certainement les plus connus aujourd'hui, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres qui commencent à voir le Ouais. jour, plus ou moins complexes, plus ou moins utiles selon le contexte. Il faut rester pragmatique. Une bonne plateforme, c'est une plateforme qui est créée sur mesure dans le contexte de notre entreprise pour nos développeurs. Ouais. Ça, c'est. Tu l'as dit avant moi, Alice, c'est exactement ça. Merci pour les outils parce que là, on les connaît backstage. Moi, j'entends beaucoup parler. Et c'est vraiment faire en fonction de son contexte. C'est Exactement. exactement ça. Ça, c'est vraiment le meilleur conseil qu'on peut avoir. Que il y en a beaucoup qui se disent, ah, backstage, il fait tout, je me jette dessus, je perds du temps, machin, je crame, et après, je dis, ah oui, mais ça marche pas bien. Et j'essaie d'à tout prix de faire marcher. Et ça, il faut éviter, quoi. Tout Donc, à fait. si on n'a pas les moyens, il faut pas faire comme la Grèce en 2004, quand ils ont organisé les Jeux Olympiques. Ils ont vécu au-dessus de leurs moyens. Donc, ça, c'est la crise derrière tout de suite, elle vous avale. Exactement. Donc, Voilà, donc c'est faut la même appliquer chose pour le, les entreprises. faut appliquer le Yagni, Le Rafik. Yéni. Oui, exactement. Simplification au max. Euh, Très bien. Là, on a un petit panel d'outils à creuser. On note, très honnêtement, je connaissais pas l'orchestrateur de Humanitech, tu disais. Oui. Je noterai il va s'afficher quelque part dans la vidéo, donc vous pouvez aller voir. Euh, et en termes maintenant, les, parce que là, on se rapproche vers la fin. À Nice, on a vu pas mal de choses, la définition, les usages, la nuance avec le DevOps, les piliers, les rôles, les outils. Et maintenant, qu'est-ce quelles sont les erreurs que je dois éviter à ne pas Alors, faire par les rapport au erreurs. platform engineering? Très bonne question, Rafik. Les erreurs, moi, j'en ai vu plein encore chez mes clients. Donc déjà, de créer une plateforme sans cette approche produit dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est une grosse erreur. C'est-à-dire créer une équipe plateforme et leur dire, allez-y, créez une plateforme. Ils vont la créer à leur image et non par rapport aux besoins des développeurs. D'accord? Donc, quand tu ramènes des techos, tu leur dis, crée une plateforme. Ils vont imaginer des choses très complexes. Moi, j'ai connu une entreprise où la moitié de l'entreprise, c'était une équipe plateforme déjà, qui créait des services et des outils qui étaient plus complexes que les outils de base. Donc voilà, parce que c'était des techos, hein, donc ils Ils étaient se pas font très. plaisir. Ils se font plaisir, ils utilisent Trop ça. des dizaines et des dizaines d'outils, de frameworks, tout ce qui sort de nouveau, ils l'utilisent. Et ils obligeaient les développeurs à utiliser tout ça. Bien sûr, comme tu peux l'imaginer, les développeurs, ils ne voulaient pas du tout utiliser cette plateforme. Et l'entreprise perdait beaucoup d'argent parce que c'est la moitié de l'entreprise, c'était en fait ces équipes plateformes, quoi. Il y avait même plusieurs équipes plateformes. Donc ça, c'est la première Encore. erreur, ne pas avoir une approche produit centrée sur les besoins des développeurs. Deuxième erreur que j'ai vue souvent aussi, c'est de ne pas avoir une équipe plateforme. Donc, c'est de se dire, je vais peut-être à un moment créer une équipe plateforme qui va construire les bases de la plateforme. Après, mes équipes, ils vont contribuer à cette plateforme. C'est mes équipes de développement qui vont maintenir cette plateforme-là. Les équipes produits, eux, ils travaillent sur leurs produits. Déjà, ils n'ont pas le temps de s'occuper de cette plateforme-là, mais ils vont pas avoir les bonnes compétences parce qu'il faut des plateformes engineers, comme on a dit, donc des gens qui sont spécialistes pour créer des plateformes avec des compétences très poussées infra, des compétences en developer
experience, etc. Donc, se dire que mes équipes vont contribuer pendant leur temps libre à cette plateforme, ça marche pas. Là, donc la plateforme va mourir lentement. Une autre erreur, c'est de ne pas faire évoluer la plateforme en continu, de l'avoir plutôt en mode projet et non pas en mode produit. Donc, de se dire, OK, je vais lancer un produit plateforme qui va prendre, je sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans, et après ça va se terminer. J'aurai ma plateforme qui va être utilisée. Non, faut la faire évoluer comme tout produit, en fait, tout le temps. Mais aussi ne pas accompagner cette plateforme par une démarche d'accompagnement du changement. Si juste on crée la plateforme et on se dit on va attendre que les développeurs l'utilisent, ou encore pire, on va l'imposer aux développeurs, ils vont pas l'utiliser. Donc il faut une démarche d'accompagnement du changement, comme pour d'écoute. un Ouais. produit. Voilà. Donc il faut aller voir les développeurs, leur présenter cette plateforme, faire du marketing, en fait jouer sur l'adoption de la plateforme et non pas l'imposition de la plateforme. Donc il faut que les développeurs aient envie d'utiliser cette plateforme. Et pour ça, il faut toute une démarche d'accompagnement du changement. Peut-être une autre erreur, c'est de ne pas avoir une pensée, une approche systémique. On a dit que le platform engineering, c'est donc une discipline socio-technique. Et ça, c'est très important. Donc, il faut penser systémique. Il faut penser si je mets en place mon équipe plateforme, si je mets en place ma plateforme, quel impact il va y avoir sur mes équipes, quel impact il va y avoir sur mes utilisateurs finaux de mes produits, qu'est-ce que je vais gagner en termes de business, qu'est-ce que ça va changer en termes d'organisation, qu'est-ce que ça va changer en termes de technologie, tous ces aspects-là. Donc, il y a plusieurs aspects quand on fait de la discipline socio-technique. Donc, c'est une approche systémique à avoir toujours en tête pour réussir cette approche-là. Donc voilà, si je résume, en fait, penser que la plateforme c'est juste pour les techs, c'est pas bon, c'est la plus grosse erreur. Donc, Ouais. Ouais. plateforme c'est un produit. Donc, nous allons vraiment commencer par les besoins de mes équipes dev et puis penser à tous les impacts qu'elle va avoir sur l'organisation. Mm. Mm. Euh, le point, moi, que je retiens, là, c'est on a une liste assez exhaustive, Anis, des erreurs à ne pas commettre que tu exposes. Moi, j'insisterai sur ne pas se faire plaisir à faire des technos dans tous les sens, à produire des solutions dans des usines à gaz, à venir faire des posts LinkedIn où on est content, on se vante d'avoir un truc et au final qui ne produit pas de valeur derrière. Et Tout au à fait. final, où les clients attendent 1 mois de plus ou 2 mois de plus leur produit parce que on s'est fait plaisir, on a oublié l'axe business. Exactement. Peut-être une dernière erreur que j'ai oublié, Rafik, parce que je la vois Ouais. souvent, celle-là, c'est de se dire je vais acheter une plateforme toute prête pour mon Ah, entreprise. j'allais te poser une question sur ça. Alors, Voilà, parce que ça, on l'a connu surtout avec le DevOps. Bon, ouais. avant, ça s'appelait plateforme DevOps. Maintenant, ça s'appelle plateforme en lien avec le platform engineering. Mais en fait, ça n'existe pas. Un produit qui te fait ta plateforme sur mesure selon tes besoins, ça n'existe pas. Donc, là, une plateforme, c'est par par défaut, c'est quelque chose À qui construire. à construire. C'est Ouais, comme pour tes développeurs selon tes besoins. Donc ouais. voilà, Ah, ce n'est ça, pas c'est un ERP qu'on va acheter, c'est pas comme un ERP qu'on achète ou des ouais, choses comme ça. Donc qu'on configure et qu'on met en place, quoi. Donc, voilà. ouais. Et je dis ça parce que je vois de plus en plus de produits sortir avec cette promesse. Heu, bon, c'est une plateforme comme on en a toujours connu, mais ce n'est pas du tout du platform engineering. Eh ben, écoute, c'est l'objectif de la chaîne. Donc, n'achetez pas des outils platform engineering. Et ceux qui le font, le but, c'est pas de vous dire arrêtez de le faire et restez au chômage. C'est de repenser peut-être vos services, les proposer des services au lieu de proposer des outils. Exactement. Comme le fait Anis, je pense, et que voilà, plus avoir besoin des compétences humaines que des outils tout prêts que certaines entreprises achètent. Hein. Achètent malheureusement, ils tombent dans le panneau, ils achètent, ils mettent en place, ça coûte une blinde et après ils disent ouais, on s'est trompé. Et moi, ce qui me subjugue, c'est on s'est trompé dans l'investissement, mais on va forcer pour que ça marche parce Bien sûr, qu'on n'a pas envie de se dire qu'on s'est raté. Et bien sûr. ça, c'est, Après, on est coincé, voilà, ouais, c'est le management qui a choisi d'acheter cet outil, donc il faut que ça marche. ouais, donc, Si et ça c'est marche une pas, erreur fatale.
C'est une erreur fatale. Voilà, Anis nous le dit très clairement. Et la dernière question du jour, Anis, quel avenir pour le platform engineering? Parce que tout à l'heure tu disais, je l'ai pas fait, tu disais il y a des gens qui parlent de platform DevOps. Moi, Oui, je bouche mes oreilles depuis tout à l'heure, je fais comme ça, c'est-à-dire je bouche mes oreilles, je bouche mon casque. oui, oui, Mais maintenant, on a eu le DevOps, on a cité le Lean, l'Agile qui sont là, qui traînent, on parlait de la tech et tout, on a Platform Engineering, et la suite, c'est quoi, à ton avis? T'as pas une boule magique oui. de cristal, je sais, mais ton ressenti. Alors effectivement, Afik, la suite. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'aspect de professionnalisme dans notre métier. Mm. Pour moi, la suite, c'est vraiment, ça s'insère dans cette logique-là. Donc aujourd'hui, on a connu plusieurs phases de maturité de notre métier, avec tout ce qui est agilité, avec le DevOps, avec le Lean, etc. Maintenant, avec le platform engineering. Donc, pour moi, l'évolution du platform engineering, ça va être surtout organisationnel, peut-être des nouveaux frameworks, je dirais, ou pas, ou je ne sais pas sous quelle forme ça va Ouais. être. Donc, je m'attends à plus d'outillage organisationnel, on va dire, plus de réflexion, peut-être des recherches académiques ou des choses comme ça dans ce sens-là. Pour moi, c'est vraiment l'avenir de ce qu'on appelle aujourd'hui des transformations, ou des transformations agiles, ou des choses comme ça. C'est que ce soit des transformations qui sont autour du platform engineering avec les bons outils pour pouvoir faire ça. Parce qu'aujourd'hui, moi, quand je vais dans les confs, etc., qui parlent de platform engineering, alors oui, ça parle toujours de l'approche produit et tout ça, c'est très bien, mais on revient très vite à la tech, aux outils, à comment on a pu mettre en place une plateforme techniquement qui est parfaite, etc. Mais je vois très très peu de confs parler de l'accompagnement du changement quand on met en place de plateforme engineering, Ouais. des organisations possibles qu'on peut avoir quand on met en place du platform engineering. Je vois très peu d'études ou des choses parler de ça. Donc je pense que l'avenir c'est ça. Je pense que c'est un très bel avenir. Que ce n'est que le début du platform engineering. Donc c'est vraiment, ça s'insère dans le futur de notre façon de faire de l'IT de façon professionnelle, quoi. Très bien. Bah écoute, tu m'as convaincu, Anis. Moi, les auditeurs, enfin ceux qui regardent, j'espère qu'ils le sont aussi. Et la dernière chose pour clôturer, Anis, des ressources, des blogs. Tu as parlé tout à l'heure du platformengineering.org, Tout à fait, c'est la Humanitech. communauté. D'ailleurs, platformengineering.org, ils ont un Slack ouvert à tous. Donc, si vous voulez voir les On va leaders de l'afficher. ce Ouais, mouvement Platform Engineering, et tout ça, être en contact avec eux, leur poser des questions ou contribuer tout simplement, ouais. vous pouvez utiliser le Slack. Et il y a la société Humanitech aussi qui fait beaucoup d'outillage, mais qui sort aussi beaucoup d'articles de blog, etc. Donc, sur le platform engineering, c'est l'un des leaders sur sur le marché. Il y a tout ce qui est conf. Alors principalement, il y a la plateforme conf qui est faite dans plusieurs pays depuis quelques années. Donc c'est co-organisé par le collectif platformengineering.org et la boîte WeScale qui organisent ça en octobre, où il y aura des speakers internationaux très importants. Si vous vous intéressez donc aux plateformes engineering, n'hésitez pas à y aller. Et puis sinon, vous pouvez voir les rediffusions sur YouTube des confs, des plateformes con dans d'autres pays. Il y en a eu récemment en Angleterre, etc. Donc, de très belles confs sur le platform engineering que vous pouvez trouver facilement sur YouTube. Ça parle aussi aujourd'hui de platform engineering un peu partout, hein. Moi, j'en ai vu à Devox cette année pas mal de confs sur le platform engineering qui étaient très bien aussi. Donc, il y a des rediffusions de tout ça. Ouais. On essaiera de mettre les liens qu'a cité Anis Voilà. dans la description en bas. Exactement. Si vous voulez vraiment suivre les nouveautés du sujet, c'est vraiment suivre platformengineering.org, Humanitech et platformengineering.org. Donc leur leader, c'est Luca Galante. Donc vous pouvez le Lucas suivre Galanté, sur, ok. sur LinkedIn ou sur son blog où il sort toutes les nouveautés. Très bien. Ouais, c'est intéressant, ouais. Je connaissais pas, personnellement.
C'est noté. Et aussi, je dirais de venir te voir aussi à Nice. On peut venir te voir, te poser des questions sur Platform Engineering et peut-être travailler avec toi. Avec plaisir. Moi, Ouais. j'ai toujours été sur le sujet. Alors déjà, j'ai connu beaucoup de plateformes bonnes et mauvaises, surtout Ouais. mauvaises, on va dire. J'ai aussi été delivery manager pour la création d'une plateforme chez un client, que je ne citerai pas ici. Oui, bien sûr. J'avais aussi une casquette, entre autres, de platform manager, donc de product manager, plateforme product manager aussi. Donc, on a pu mettre en place des choses qui étaient très bien. Donc, euh, Ouais, clairement. Et ah, l'avantage, c'est que tu as un aspect coach aussi, voilà, pédagogie. Et tout à l'heure, on parlait tech, il y a la tech, il y a le business, il y a aussi la pédagogie, d'accompagnement, d'écoute active. Et tout ça, à fait. c'est quelque chose que tu as dans ton arc. Donc, n'hésitez pas à aller voir à Nice, discuter avec lui. Et voilà, peut-être travailler ensemble, on ne sait pas, hein. Donc, Ah, voilà, Nice, c'est nickel. Un dernier mot à Nice avant qu'on clôture le podcast du jour. oui, alors le plateforme engineering, pour ça sincère, pourquoi moi je m'intéresse au plateforme engineering? Parce que ça concerne la performance. D'accord, donc la Ouais, performance des équipes IT, mais du coup la performance de l'organisation dans son ensemble. Donc c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête quand on parle de plateforme engineering. C'est vraiment un moyen professionnel d'améliorer la performance de votre organisation. très bien. Et bien, sur ces belles paroles vraiment très limpides, qu'on va clôturer le podcast du jour. Merci beaucoup, Anis, Ah, oui. pour avec grand plaisir pour d'être intervenu. Franchement, là, même moi, j'aurais appris des choses. À chaque fois que je le dis, je sors du podcast la tête comme ça et je dois reprendre. Pour l'enregistrement, le tournage, je reprends dans une demi-heure. J'ai la tête comme ça, remplie d'infos. Donc, c'est très riche. Merci beaucoup. Et Bien. attention, Anis, tu m'as promis un autre podcast sur un truc un peu plus technique qu'on va garder en surprise. Mais Anis peut-être reviendra dans la chaîne plus tard pour nous parler. On le dit Anis ou pas de l'autre sujet? C'est un sujet sur lequel on n'est pas très aligné avec Rafik, donc ça risque d'être pas mal cet épisode-là. Ouais, on va essayer d'imaginer un nouveau modèle de podcast par rapport à ça. Et c'est le TDD. Voilà, c'est le Test Driven Development, un sujet plus axé technique, mais qu'on aura le temps d'aborder. Et là, je serai un peu Je plus pense que ce sera beaucoup plus challengeant sur ce sujet-là. ouais, ouais, carrément. Avec- Merci Anis encore une fois et pardon? J'attends cet épisode-là avec impatience du coup. Ouais, ouais, il sera Mais diffusé bientôt et pour clôturer, comme d'habitude, si vous avez aimé le podcast du jour, likez, partagez, parlez autour de vous. Franchement, une certaine connaissance proche m'a dit, est-ce que tu veux le resto étoilé? Et tout à l'heure, Anis en parlait aussi. C'est que, est-ce qu'on veut que la chaîne soit un resto étoilé ou un fast-food? La réponse est resto étoilé. Voilà, on veut que des fois des bons followers qui regardent vraiment nos vidéos. Après, voilà, c'est fait vraiment bon vouloir. Et Anis, par exemple, il est venu sur son temps libre. Là, on a tourné sur une pause déj. Et voilà, donc c'est-à-dire qu'on met de l'effort humain, très humain, pour vous produire tout ce type de podcast. Donc, likez, partagez. Si vous n'avez pas aimé, dites-le aussi. Je n'ai pas aimé si, ça. On améliorera au fur et à mesure du temps. Et pour clôturer, comme d'habitude, que la fin du buzz en informatique commence. À bientôt. merci Rafik. Salut.